Né en 1958, Tao Jingzhou a fait ses études à l'université de Pékin entre 1977 et 1981. En 1982, le gouvernement chinois l'a envoyé poursuivre ses études à l'université Paris 1 où il a obtenu un DEA en droit. Il a été le premier Chinois à obtenir, en 1991, un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Considéré entre 2009 et 2010 comme le meilleur avocat d'Asie spécialisé en arbitrage par Chambers Global 2009, Chambers Asie 2009 et Chambers Global 2010, il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur le droit chinois, publiés en chinois, en anglais et en français. Depuis plus de 30 ans, il conseille de nombreuses entreprises du Fortune 500 sur leurs projets en Chine. Aujourd'hui, Tao Jingzhou est managing partner du cabinet Descher LLP China Office. Monsieur Tao, vous avez un parcours brillantissime. Est-ce que vous pouvez livrer les clés de votre réussite aux étudiants chinois qui font leurs études de droit en France? Oui, en effet, donc je suis arrivé en 82 avec 3 mois de français. Seulement donc, 3 mois. Voilà, donc j'étais un peu forcé de venir en France, alors que mon plan, c'était pouvoir faire des études aux États-Unis, puisque à l'université, on a appris langue étrangère, c'est l'anglais seulement. Donc, venir en France, c'était j'étais un peu triste, en quelque sorte. Mais puisque c'est le gouvernement qui nous paye la scolarité. Les études, voilà, les billets d'avion, voilà, on n'a pas le droit de changer. Refuser. Et même je voulais changer et mes parents n'auraient pas de sous pour m'envoyer aux États-Unis. Donc c'est pour ça que je restais. Et finalement, je pense que je n'ai pas du tout de regret de passer toutes ces années en France. J'ai passé au total à peu près 10 ans, 10 ans en France. Et donc, en disant comment, je peux dire pour les jeunes, c'est difficile à dire, puisque à cette époque-là, on était très peu nombreux. La Chine est très sous-développée. Il y a très peu d'opportunités d'affaires en Chine. Mais maintenant, il y a beaucoup d'étudiants chinois en France. Mais d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'opportunités. À la fois des sociétés françaises en Chine, mais aussi des sociétés chinoises en France. Donc, pendant mes carrières, c'est plutôt le sens unique. Maintenant, c'est en 2 sens, en fait. Donc, je pense qu'il faut mieux, pour les étudiants chinois qui font des études ici, de bien comprendre la société française, et bien connaître le développement dans le domaine économique, politique, juridique en Chine pour pouvoir aider justement les sociétés françaises de faire des affaires en Chine d'un côté et de voir justement si il peut aider également les sociétés chinoises en France. Alors, pour revenir à l'actualité, actuellement, vous êtes avocat managing partner du département Chine du cabinet Descher LLP. On aimerait bien savoir quelles sont vos principales activités en Chine. En Chine, je dirais, on a peut-être 3-4 activités principales. Premièrement, pour aider, accompagner les sociétés étrangères pour leurs projets en Chine. À la fois la création de sociétés, le transfert de technologies, etc. Deuxième aspect, c'est pour protéger leur propriété intellectuelle, puisque c'est un sacré problème pour un pays tel que la Chine. Il y a encore pas mal de problèmes dans les aspects de protection. On va y venir. Voilà. Et troisièmement, c'est pour aider les sociétés de résoudre les litiges, soit dans les tribunaux chinois ou à travers l'arbitrage international. Et quatrièmement, c'est aider les sociétés chinoises pour leurs projets à l'étranger.
non seulement la France, mais aussi partout dans le monde, en Afrique, Amérique latine, aux États-Unis. Vous êtes combien alors actuellement? On est très peu en fait. On a une vingtaine de personnels à Pékin, mais on a aussi une trentaine à Hong Kong. Ah oui. Et puisque c'est un réseau international, on a à peu près 1000 avocats partout dans le monde. Et à Paris, on a peut-être centaines. Ah oui, il y a aussi un bureau de représentation à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, quels sont les atouts qui vous distinguent de vos concurrents sur le marché chinois? Ah oui. Mes concurrents sont plutôt les cabinets internationaux. Ce qui nous donc différencie de tous ces autres cabinets, c'est d'un côté, moi j'étais là depuis 91 à Pékin, alors qu'il y a beaucoup de cabinets étrangers qui envoyaient les expatriés sur le terrain, mais au bout de 5-6 ans, il va revenir. Donc il n'y a pas cette continuité de service, de connaissance de terrain. Donc ça nous distingue de autres. L'autre part, je pense également des langues de travail, puisqu'il y a beaucoup de cabinets internationaux. Leur langue de travail, c'est le chinois et l'anglais, uniquement, tandis que nous avons cette facilité de langue de Molière qui fait la différence, en fait. Donc, à Pékin, vous pratiquez 3 langues, si j'ai bien compris, le chinois, l'anglais et le français. Oui, c'est ça. Alors, quelle est votre stratégie de développement en Chine et à l'international? Notre stratégie, il faut que ça colle mieux avec la stratégie de nos clients. Donc, nous sommes dans les services, donc il faut voir justement quel est le besoin des sociétés en Chine. Donc, on parle d'abord des sociétés étrangères en Chine. Quels sont leurs besoins? Donc, ça change aussi au fil du temps. Par exemple, au moment où je suis entré en Chine en 91, notre travail consiste à préparer des documents pour la création de sociétés mixtes ou les sociétés 100% étrangères, etc. Mais les activités sont focalisées sur les aspects industriels, puisque à ce moment-là, la Chine l'autorise uniquement l'investissement dans le domaine industriel. Mais après, il commence à l'ouvrir de différents secteurs, comme distribution. Là, on a travaillé beaucoup dans le domaine de distribution. Après, ça changeait puisqu'il y a beaucoup de services financiers qui arrivent, donc création des compagnies d'assurance ou des sociétés de gestion de fonds. Et donc, ça change au fil du temps. Mais je dirais, en Chine, il faut voir la révolution de règles de cadre juridique pour voir justement quels sont les services dont nos clients potentiels auraient besoin. C'est ça. Et côté étranger, donc au début, les sociétés chinoises ont fait faire un peu d'affaires de commerce, donc de vente. Donc c'est vraiment accompagné pour la vente, le litige sur la vente, etc. Mais après, depuis une vingtaine d'années, ils commencent à investir partout dans le monde. C'est ça. Donc là, on commence à regarder les aspects d'investissement, fiscalité, disons, contrôle d'investissement étranger, comme aux États-Unis, il y a CFIUS, donc c'est le gouvernement américain a un regard sur la sécurité économique pour les investissements étrangers dans les pays tels que les États-Unis. Donc, ça change en fait. On ne peut pas dire, voilà, maintenant on connaît, donc du coup, on n'a pas plus besoin de faire de progrès. En fait, c'est un challenge continu. Exactement. Alors, on sait que de nombreux cabinets français ont un bureau en Chine, alors qu'à l'inverse, on voit peu de cabinets chinois en France. Quelle est la raison alors?
Pour qu'un cabinet soit international, c'est un sacré investissement. Donc, quand on est confortablement installé dans un pays, d'aventurer dans un autre pays, il faudrait que tous les associés soient d'accord. Puisque quand les associés ne connaissent pas la France, par exemple, il va dire « Ah, pourquoi on va investir là-bas ?» Donc, c'est de prise de décision pour un investissement dans un pays tel que la France, ça prend un peu de temps. Et d'autre part, il y a déjà pas mal de très bons cabinets en France. Donc, si on crée un cabinet chinois en France, est-ce qu'on peut faire la concurrence avec ces joueurs locaux? C'est pas évident. Tandis que création des cabinets étrangers en Chine, la raison principale, c'est d'un côté, il y a un investissement massif des investissements étrangers en Chine, donc il y a ce genre de besoins. D'un autre côté, il y a aussi, en quelque sorte, la faiblesse des cabinets chinois, au début en tout cas. Donc ça nous pousse, les cabinets étrangers, de dire, voilà, on doit accompagner nos clients dans ce pays. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de création. Mais quand on regarde maintenant, 25 ans plus tard, on voit aussi qu'il y a des cabinets étrangers qui sont partis de la Chine. Pour quelle raison? Il n'arrive plus à concurrencer avec les cabinets chinois, puisque le cabinet chinois est devenu très bon. Pourquoi on continue à travailler avec le cabinet étranger alors que c'est plus cher? Le cabinet chinois, c'est beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça donc il y a pas mal de cabinets étrangers qui ont fermé leur bureau là-bas. Mais bon, quand moi, je suis entré en Chine en 91, il n'y avait que 2 cabinets étrangers. Et maintenant, il y a à peu près 200. Donc, il faut dire qu'il y a encore beaucoup de cabinets étrangers en Chine. Quelles sont les faiblesses des cabinets chinois par rapport à leurs concurrents étrangers? Je pense que la plus grande faiblesse, c'est la confiance des sociétés étrangères vis-à-vis des cabinets chinois. Quand on arrive dans un pays étranger, on a tendance à dire il faut que j'amène mon avocat avec moi, à qui j'ai confiance. En arrivant en Chine, on ne connaît pas tous ces individus. Est-ce que je peux leur faire la confiance? D'autre part, il a peur aussi que est-ce que ces cabinets chinois, au moment où vraiment on a un problème avec le gouvernement local, est-ce qu'ils sont en mesure de lutter d'une manière agressive avec le gouvernement local? Donc, c'est pas évident. Donc, c'est la confiance qui fait la grande différence, en fait. Est-ce que vous avez essayé de convaincre un certain nombre de clients étrangers à faire confiance au cabinet chinois? Cabinet en tant que tel, peut-être non, mais individu, oui. Donc, il y a des très bons avocats chinois. Vous, par exemple? Donc, on peut leur faire confiance. Et ils sont techniquement très bien. Donc, il n'y a pas de raison. C'est puisqu'il travaille dans un cabinet chinois, donc du coup, il n'est pas bon. Donc, on travaille souvent avec cabinet chinois. Puisque en tant que cabinet étranger, Descartes, il y a des activités qu'on ne peut pas faire selon la loi chinoise. Par exemple, on ne peut pas plaider devant les tribunaux chinois. Donc, au moment où on a un procès, on doit travailler avec un cabinet chinois. Et ce cabinet chinois va plaider pour nous devant le tribunal chinois. Alors, maintenant, parlons des investissements chinois en France, parce que c'est un sujet, on va dire, qui suscite crainte et inquiétude. Crainte, inquiétude et méfiance. Mais selon les statistiques, les investissements chinois ne représentent
qu'un % du stock total et s'élève à seulement, je dis bien seulement, 9 milliards d'euros. Alors que dans l'autre sens, les investissements français en Chine sont 4 fois plus importants. Alors, comment expliquez-vous, on va dire, les inquiétudes des Français? Les Français sont par définition très méfiants. Donc, nous, l'investissement chinois en France, ça date il y a très longtemps. Par exemple, en 90-91, avant mon retour en Chine, on a déjà aidé quelques sociétés chinoises pour leurs investissements en France. Par exemple, Costco, Oui, ou les Norenco, donc China North Industrial Corporation, tous ces gens-là ont déjà investi en France, mais d'une manière très discrète, avec un investissement très faible. Tandis que maintenant, il y a donc des projets qui représentaient des milliards, d'euros. Donc, ça fait toujours peur aux Français, aux industriels français. Il va dire, mais si les Chinois arrivent avec leur style de travail... Ouais. Les Chinois travaillent beaucoup plus que les autres, en voilà. général. Est-ce que l'industrie française ne va pas disparaître? Est-ce que tout ne va pas entrer sous le contrôle des Chinois? Donc ça leur fait peur, en fait. Mais qu'est-ce que vous leur dites si si un Français vient exprimer ses inquiétudes devant vous, par exemple? Est-ce que ces craintes sont fondées? Oui et non. Oui Donc, ça dépend des sociétés, en fait. Il y a des sociétés chinoises qui sont extrêmement ouvertes, l'esprit ouvert. Donc, par exemple, je connais un projet où la société chinoise laisse l'intégralité de management pour gérer la société, comme rien n'est passé, en fait. Et il y a l'autre qui voulait introduire la méthode très chinoise de faire des choses. Oui. Donc là... Ça fait peur. Ça fait peur et des fois, ça conduit à l'échec pour les projets. Donc, je pense qu'il faut bien... comment dire ça, essayer de dire, si on est en France, il faut travailler à la française. Il ne faut pas utiliser des méthodes chinoises dans ce pays-là. Sinon, ça va être mal passé. Mais il n'empêche que même si les investissements chinois en France ont beaucoup augmenté, le chiffre global, ça reste faible, 9 milliards, à comparer aux 35 milliards d'euros investis par les Français en Chine. Et pourquoi, justement? Il y a des raisons historiques. Bien Par sûr, exemple, les Français commencent bien l'investissement il y a 30 ans. Voilà, il y a 30 ans. Oui, mais même il y a 30 ans, ça n'a pas fait peur aux Chinois. Non, puisque la Chine a besoin de tous ces fonds étrangers, tandis que mais la France aussi a besoin d'argent aujourd'hui. Non, il n'est pas senti cette urgence. Oui, mais aujourd'hui, la Chine, c'est le banquier du monde, non? Oui, mais le banquier, si on voulait être uniquement investisseur financier, peut-être ça va. Mais si non seulement nous voulons mettre l'argent, mais nous voulons également gérer la société, ça, je pense que ça fait peur. Ça fait peur. Ouais. Ouais. D'autre part, la raison pour laquelle il y a cet investissement en France est assez faible, c'est puisqu'il y a beaucoup de sociétés chinoises qui pensent que la France n'est pas forcément un bon pays pour investir. Par exemple, il y a cette protection peut-être un peu extraordinaire des employés. On ne peut pas licencier facilement les employés, tout ça. Donc, ou alors l'aspect fiscal, c'est un peu lourd par rapport à certains autres pays. Donc, c'est de rigidité de droit de travail d'un côté
une lourde donc, charge fiscale de l'autre fait que la France, ce n'est pas un des premiers pays que les sociétés chinoises sont prêtes à investir. Alors, on sait qu'à l'université, vous étiez en cours avec Li Keqiang, l'actuel Premier ministre chinois. En Chine, ceux qui ont fait des études ensemble ont l'habitude de se réunir à l'occasion des fêtes, par exemple. Est-ce que, depuis qu'il est devenu Premier ministre, Li Keqiang trouve-t-il encore le temps de se retrouver avec vous? Quand on est devenu, que ce soit vice-premier ministre ou Premier ministre, toute sa vie appartient à l'État. Donc, il est interdit d'avoir des réunions avec ses cycles des amis. Pas comme là en France. En France, donc l'aspect, disons, privé est différent de l'aspect donc de la vie politique. Donc, en Chine, je pense que c'est pas possible. Sinon, de temps en temps, je l'ai vu pendant la réunion, ou alors quand il était en visite à l'université de Pékin. Là, on l'a vu. Sinon, il n'est pas possible de, par exemple, assister à cette retrouvaille de nos copains de classe qu'on fait presque chaque année. Alors que Li Keqiang vient d'être désigné à nouveau Premier ministre chinois pour les 5 prochaines années. Et quel vœu vous voulez lui adresser pour son prochain exercice? Oui. Quel vœu? Je pense que le vœu n'a pas changé. Donc, avant qu'il ait pris le poste de Premier ministre il y a 5 ans, je dis voilà, j'aimerais bien qu'il puisse résoudre le problème de sécurité sociale, de l'éducation, donc l'aspect de donc la qualité de vie des Chinois en Chine. Donc j'espère qu'il peut continuer à faire des progrès pour justement couverture des sécurités sociales en Chine. C'est un sacré problème. Disons bien réformer l'hôpital, réduire les prix des médicaments donc développer les pays arriérés, ruraux dans la Chine profonde. Ça n'a pas changé depuis 5 ans. Ça a changé, mais... Vos vœux n'ont pas changé, mais il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès, oui, c'est ça. On sent que la Chine... depuis 5 ans, a une plus grande visibilité dans le monde. C'est vrai. Et la richesse de la Chine a beaucoup augmenté. Il y a beaucoup plus par exemple, les touristes chinois en France. En France, partout d'ailleurs. Voilà, c'est ça, donc partout dans le monde. J'espère que ça va continuer. Et que donc... au moment où il a fini son mandat, et donc dans 5 ans, on peut voir la Chine encore beaucoup plus prospère.